Avant de commencer, j'aurai un petit service à vous demander. Je travaille très dur pour atteindre la barre des 1000 abonnés, un chiffre qui compte énormément pour moi. Alors, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner. Un simple clic pour vous, mais une immense source de motivation pour moi pour continuer à créer des vidéos. Merci infiniment. Année 1989. Colonie pénitentiaire numéro 17, région de Kharkov, RSS d'Ukraine, en plein hiver. À la mi-décembre, 3 prisonniers ont été amenés par convoi. Pas de simples taulards, mais des voleurs dans la loi, avec des crimes de sang et une réputation qui faisait détourner le regard même aux vieux criminels. Le premier à sortir fut le grec, Grigori Saveliev. 47 ans, 7 séjours en prison, 4 cadavres selon les rapports. Grand, sec, les yeux vides comme des puits asséchés. Derrière lui, le tank Viktor Rudenko. Près de 120 kg de poids vif, ancien mineur. Des mains comme des masses, un sourire toujours de travers, comme s'il avait déjà décidé qui il allait briser et que cela lui était égal. Le dernier, le scalpel. Oleg Miroshnichenko. Maigre, agile, les doigts longs, presque artistique. Cet ancien ambulancier soignait autrefois les gens, mais maintenant, il les coupait proprement, sans anesthésie et sans mouvement superflu. En 3 jours, ces 3-là savaient déjà tout. Qui prenait des cigarettes à la zone industrielle, qui fermait les yeux sur l'alcool de contrebande, qui avait peur de dénoncer, qui vendrait sa mère pour un paquet de Prima. Ils ne faisaient pas de bruit, ne jouaient pas des poings, ils regardaient simplement, écoutaient et soumettaient tout le détachement. Même les hommes du 4e détachement, qui tenaient auparavant la cellule d'une main de fer, les saluaient maintenant en premier et baissaient les yeux. Face à eux se tenait Olga Kravchenko, inspectrice principale du régime, 34 ans, grande, athlétique. Son père, un vétéran du front, avait 2 ordres de la gloire. Dès son enfance, il lui avait appris le combat au corps à corps, le sambo et le tir. Elle avait failli devenir chirurgienne. Institut de médecine, 5e année, mais après la mort de son père, elle avait tout abandonné pour rejoindre le système pénitentiaire. Son uniforme était toujours boutonné jusqu'au cou. Le regard direct, la voix calme. Même les plus fous ne se permettaient pas de jurer en face d'elle. 3 semaines plus tard, on les a trouvés morts dans la cellule d'isolement numéro 11. Le grec est assis contre le mur. Un pistolet Makarov à la main, une balle dans le genou, puis dans la tête. L'organe génital coupé et fourré dans sa bouche. Le sang a coagulé sur son menton. Le tank est allongé face contre terre. Le sang de son ventre formait une flaque. Une arme artisanale à côté de lui. L'organe génital coupé et fourré dans sa bouche. Les yeux exorbités par l'asphyxie. Le scalpel est sur la couchette. Les jambes pendantes, un trou dans la nuque, l'organe génital coupé et fourré dans sa bouche. Le visage déformé par un dernier cri. Officiellement, règlement de compte entre bandits, conflit interne, tentative de s'emparer d'armes. Ils se sont entretués dans une rage d'ivrogne. Le personnel n'a pas été blessé. Le fourgon cellulaire est entré sur la place d'armes au milieu de la matinée. Le moteur a calé et on a tout de suite entendu la neige crisser sous les bottes de l'escorte. Olga Kravchenko se tenait au premier rang des officiers. Les mains derrière le dos, le regard droit devant. L'uniforme lui allait parfaitement. Pas un pli de trop. Le col était relevé juste assez pour que son cou n'ait pas froid. Les portes se sont grandes ouvertes. Le premier à sortir fut un homme grand et sec d'une 40aine d'années, son bonnet légèrement de travers. Son regard a glissé sur les rangs, s'attardant sur Olga exactement 2 secondes de plus que sur les autres. Saveliev, alias le grec. 7 séjours en prison, 4 cadavres selon les rapports. Ses yeux n'étaient pas méchants, juste vides, comme si tout ce qui pouvait brûler à l'intérieur avait été consumé depuis longtemps. Derrière lui est sorti lourdement Rudenko, le tank, pesant près de 120 kilos. Les épaules larges, le pas lourd, comme si la terre fléchissait sous lui. Le sourire de travers, comme s'il se fichait de savoir qui il allait briser.
Le dernier à sortir fut Miroshnichenko, le scalpel. Maigre, agile, les doigts longs, presque artistiques. Cet ancien ambulancier soignait autrefois les gens. Maintenant, disait-on, il les coupait proprement et sans anesthésie. Nom, prénom, patronyme, article, peine, a aboyé le major Kolesnik, chef du détachement. Le grec a répondu le premier d'une voix basse et calme. Saveliev Grigori Ivanovitch, article 102, deuxième partie, articles 105 et 1006, 23 ans de régime sévère. Le tank a ricané comme s'il se rappelait quelque chose de drôle. Rudenko Viktor Petrovitch, article 105, 1006, 160 et 1, 17 ans. Le scalpel a souri finement, presque tendrement. Miroshnichenko Oleg Vassilievitch, article 105, 1062, 15 ans. Kolesnik a fait un signe de tête au planton. Au troisième détachement, les couchettes du bas dans la cellule 9, sans discuter. Olga restait immobile. Elle connaissait déjà leur surnom grâce au rapport qu'elle avait lu la veille au soir. Elle savait que le grec n'élevait jamais la voix, mais que son murmure rendait la cellule plus froide. Elle savait que le tank brisait des côtes d'un seul mouvement et que le scalpel pouvait suturer une plaie de sorte qu'il ne reste qu'une fine cicatrice, sans que personne ne devine qu'un morceau de verre y était caché. Le rassemblement s'est terminé. Les détenus se sont dispersés vers la zone industrielle. Olga est se retournée au poste de garde, s'est assise à son bureau et a ouvert le dossier contenant leurs affaires personnelles. Les photographies étaient anciennes, en noir et blanc. Sur l'une d'elles, le grec regardait droit dans l'objectif, comme s'il savait déjà à l'époque qu'il s'en sortirait toujours indemne. Elle a fermé le dossier et s'est regardée dans le petit miroir au mur. Un visage ordinaire, fatigué. Pas de cerne pour l'instant. Bien. À l'heure du déjeuner, le major Kolesnik est entré dans son bureau. « Kravchenko, tu les as vus ?»« Je les ai vus. »« Et qu'en penses-tu ?»« Dangereux. » Kolesnik a ricané. C'est un euphémisme. Surtout ce grand, le grec, il y a déjà eu 2 incidents graves avec lui dans d'autres prisons. Une fois un lynchage, la deuxième fois un couteau dans le dos d'un contrôleur. Ils l'ont sauvé de justesse. Olga a hoché la tête. Je sais. J'ai lu. Alors garde l'œil ouvert. Tu as le quartier disciplinaire dans ton secteur. S'il cherche des ennuis, viens me voir tout de suite. Compris, camarade major. Il est sorti. Olga est restée moi et restée seule. Elle a sorti de son tiroir une photographie de son père. Jeune, en tunique militaire, avec 2 ordres de la gloire sur la poitrine. Elle a passé son doigt sur son visage. « Tu ne leur aurais rien laissé passer, papa », a elle murmuré. « Et je ne le ferai pas non plus. » Le soir, après l'extinction des feux, elle a fait sa ronde. Couloir du 3e détachement, cellule 9. La porte était entr'ouverte de la largeur d'une main. Le planton aérait. Olga s'est arrêtée dans l'ombre. À l'intérieur, il parlait doucement. « Elle est grande », a dit la voix basse et rauque du tank. « Elle n'est pas petite, et elle a de longues jambes. On voit tout de suite que c'était une athlète. Billy, spécialiste de sambo, a répondu doucement le scalpel. Dans son dossier, il est écrit « Maître des sports ». Le grec est resté silencieux, puis a prononcé un seul mot. Kravchenko. Olga s'est crispée. Il connaissait déjà son nom de famille en 3 jours. Sa sœur est à Kharkov, a poursuivi le grec sur le même ton neutre. Elle travaille à l'usine Électropribor. 2 enfants, un garçon et une fille. J'ai l'adresse. Le tank a sifflé. Tu as vite fouiné. Pas moi, a répondu le grec. Des gens ont aidé. Des gens bien. Olga a reculé d'un pas pour qu'il n'entende pas sa naissance, pas sa respiration. Son cœur battait régulièrement, mais fort.
Elle s'est retournée et a continué dans le couloir, comme si elle n'avait rien entendu. Dans le poste de garde, elle s'est assise et a allumé une cigarette. La fumée était amère. Son père lui avait appris à ne pas fumer. La fumée dans les poumons affaiblit le bras, mais parfois, sans fumer, c'était pire. 3 jours plus tard, tout est devenu plus visible. Le Tinc a commencé à saluer les jeunes inspecteurs en souriant d'une manière qui les faisait détourner le regard. Le scalpel sortait chaque soir aux toilettes du dernier étage, soi-disant pour fumer, mais en réalité, il regardait par la fenêtre vers la zone des femmes. Le Grec ne bougeait presque pas. Il restait assis sur la couchette du bas, le dos droit, les mains sur les genoux. Mais quand Olga passait, il levait la tête et la regardait sans arrogance, calmement, comme s'il avait déjà tout décidé. Le 4e jour au matin, alors qu'elle inspectait les cellules, elle est arrivée à la numéro 9. La porte était ouverte pour le nettoyage matinal. Le Grec se tenait près de la fenêtre, dos à elle. « Bonjour, Olga Stepanovna », a-t-il dit sans se retourner. Elle s'est figée. « Selon le règlement, c'est citoyen-chef », a-t-elle répondu d'un ton neutre. Il s'est tourné lentement. Son sourire était à peine perceptible. « Bien sûr, citoyen-chef, c'est juste que c'est un beau prénom. Olga, c'était le prénom de ma mère. » Elle n'a pas répondu. Elle s'est contentée de le regarder. « Vous avez l'air particulièrement strict aujourd'hui, » a-t-il continué doucement. « Pas de cernes sous les yeux, ça veut dire que vous dormez bien. » Olga a posé la main sur son étui à pistolet. Encore un mot hors règlement. 10 jours en cellule d'isolement. Le Grec a levé les paumes. « Je me tais. Je dirai juste une chose, Olga Stepanovna, nous ne sommes ici que pour un temps, mais vous êtes ici pour toujours. Pensez-y. » Elle s'est retournée et est sortie. Dans le couloir, elle a croisé Leka, un jeune inspecteur. « Qu'est-ce qu'il est, Kilik ?» a-t-il demandé. « Rien », a-t-elle répondu. « Tout va bien. » Mais à l'intérieur, quelque chose s'était déjà déplacé. Pas de la peur, de la colère. Froide, comme l'acier du couteau de son père qui reposait dans sa table de nuit. Le soir, elle était assise au poste de garde, regardant l'horloge, 23h40. Derrière le mur, Leka ronflait. Olga a sorti un carnet, a ouvert une page blanche et a écrit un seul mot. Grec, puis en dessous Tank, puis scalpel. Elle a fermé le carnet, est restée assise 1 minute, puis s'est levée, s'est approchée du miroir et s'est regardée dans les yeux. « Garde la face, Olia », a-t-elle dit doucement à son reflet. « Encore un peu. » Elle a éteint la lumière et est sortie dans le couloir. Quelque part, au fond du détachement, une couchette a grincé. Quelqu'un ne dormait pas. Olga a continué à avancer sans se retourner. La matinée du 13 décembre a commencé par un bref appel au poste de garde. Olga a décroché sans quitter des yeux le rapport qu'elle finissait de rédiger. « Kravchenko, j'écoute. » La voix du major Kolesnik était enrouée, comme s'il n'avait pas dormi de la nuit. « Olga Stepanovna, Tamara Ivanovna est à l'hôpital. Infarctus. Il n'y a pas de médecin. Jusqu'à la fin de la semaine, tu donnes un coup de main à l'infirmerie. Examen, piqûre, pansement, tout ce que tu pourras faire. » Comme moi qui sais qu'on t'enrichant, Olga a posé son stylo. « Compris. Quand dois-je commencer ? » ?»« Tout de suite. Il y a déjà 2 détenus du 4e détachement avec de la fièvre depuis hier et un qui s'est brûlé la main à la zone industrielle. Vas-y maintenant. » Elle s'est levée, a enfilé une blouse blanche sur son uniforme, courte jusqu'au genou, a pris la trousse de secours et est sortie. À l'infirmerie, ça sentait l'iode et les vieux bandages. 2 jeunes inspecteurs l'attendaient déjà. « Citoyen-chef, voici ces 3-là, » a dit Leka en montrant les couchettes. Fièvre tout, et Rudenko, de la cellule 9, s'est coupé la main, il dit que c'est un accident. Olga s'est approchée du Tank. Il était assis au bord de la couchette.
Sa paume gauche était enveloppée d'un chiffon sale. Le sang avait transpercé. La main, a-t-elle dit, brièvement. Le tank a tendu sa paume. Olga a déroulé le chiffon. Une coupure nette d'environ 5 cm. Pas profonde, mais propre, comme faite avec un couteau, pas du verre. Comment vous êtes-vous coupé ? Du verre sur le sol, citoyen chef. Je nettoyais, j'ai marché dessus. Elle a nettoyé la plaie, a posé des points, 4 points de suture bien nets. Le tank n'a pas grimacé. Ça fait mal ? A-t-elle demandé d'un ton neutre. J'ai connu pire, a-t-il répondu avec un sourire de travers. Vous vous cousez bien, presque comme un docteur. Olga n'a pas répondu. Elle a terminé, mis un pansement et s'est levée. 2 jours d'arrêt de travail. Réfection du pansement demain à 9h. Le tank a hoché la tête sans détourner le regard. Merci, Olia Stepanovna. Elle s'est figée 1 seconde. Aucun détenu n'osait l'appeler par son prénom et patronyme en face. Mais elle n'a pas réagi. Elle est simplement sortie. La journée s'est passée dans l'agitation. Piqûre, thermomètre, pilule. Le soir venu, elle s'était déjà habituée à son rôle de médecin. Ses mains se souvenaient de chaque mouvement, ceux-là même qu'elle avait pratiqués à l'Institut de médecine sur des mannequins et des cadavres. À 23h47, le téléphone du poste de garde a sonné. Kravchenko. La voix du planton, un jeune garçon du 3e détachement, tremblait légèrement. Citoyen chef, au quartier disciplinaire, cellule 9. Saveliev fait une crise. Il convulse, il écume. Un médecin, vite. Olga a regardé l'horloge. C'était la nuit. Aller seule au mitard, la nuit était contre le règlement. Mais c'était elle, le médecin. J'arrive, ouvrez la porte à l'avance. Elle a pris la trousse de secours, a glissé son étui avec le pistolet Makarov dans sa poche, a mis son manteau sur sa blouse et est sortie dans le couloir. La lumière des néons lui brûlait les yeux. Ses pas résonnaient. À l'entrée du mitard se tenait le planton. « Il est seul là-bas » a-t-elle demandé. « Non, ils sont 3. Saveliev, Rudenko, Miroshnichenko. Tous dans la 9. Ils disent que la crise est forte. » Olga a hoché la tête. « Ouvre !» La porte a grincé. Le couloir du mitard était étroit, froid. Il sentait l'urine et le fer. Cellule 9. La dernière à droite. La porte était entr'ouverte de la largeur d'une main. Olga s'est approchée et a poussé la porte du pied. À l'intérieur, une ampoule blafarde brillait au plafond. Les 3 hommes étaient assis sur les couchettes. Le grec, en bas, le dos contre le mur, les mains sur les genoux. Le tank se tenait près de la grille de la fenêtre, fumant dans son poing. Le scalpel était allongé en boléo, un bras pendant dans le vide, ses doigts tapotaient le métal. Ils ont levé la tête en même temps. Le grec a parlé le premier. Sa voix était basse et presque tendre. Olga Stepanovna est venue tonight. Tu es venue qui en pleine nuit. On t'a manqué ? Elle a fait un pas à l'intérieur. Le PM dans la main droite, le canon baissé. Le couteau à sa ceinture, la porte s'est fermée derrière elle. Le bruit de la serrure a résonné plus fort qu'il n'aurait dû, le tank a recraché la fumée par les narines. Seule, sans renfort, courageuse. Comme dos, le scalpel a sauté de sa couchette et a atterri souplement. « Verrouillez la porte » a-t-il dit en souriant. « Je ne veux pas qu'on nous interrompe. » Olga a levé son pistolet. Le canon visait la poitrine du grec. Les mains derrière la tête. Tous les 3. Le grec a lentement levé les mains, sans se presser. Tu comprends bien ce qui va se passer si tu appuies sur la détente. Demain matin, on te réduira en bouillie, on retrouvera ta sœur à Kharkov. Les mains derrière la tête, a-t-elle répété. Sa voix était égale. Elle ne tremblait pas. Le tank a fait un pas en avant. Allons, viens, on veut faire ça gentiment. Puisque tu es venue toute seule, elle a tiré. La balle a pénétré le genou gauche du grec. Un bruit d'os brisé, le sang a giclé sur le sol.
Il s'est effondré sur la couchette, hurlant et se tenant la jambe. Ah, putain! Le tank s'est précipité vers elle. Elle a tiré une deuxième fois dans son épaule droite. Il a pivoté et tombé à genoux en se comprimant la plaie. Merde! Le scalpel s'est figé. Ses yeux se sont écarquillés. Qu'est-ce que tu fais? Olga s'est avancée vers lui et a baissé le canon. Au sol, face contre terre. Il n'a pas bougé. Elle lui a tiré dans la cuisse gauche. Le scalpel s'est effondré et s'est mise à crier d'une voix aiguë, presque féminine. « Non, ne fais pas ça !» Elle s'est approchée du grec. Il se tordait de douleur, le sang coulait entre ses doigts. « Regarde !» a-t-elle dit doucement. « Regarde-les. » Le grec a levé la tête, les yeux rougis par la douleur. « T'es une psychopathe ?» Elle s'est tournée vers le tank. Il essayait de ramper vers le mur. Un tir dans le ventre, la balle est entrée en dessous du nombril. Il s'est plié en deux et a commencé à râler. Le sang lui sortait de la bouche. « Regardez-vous les uns les autres » a répété Olga. « Mémorisez. » Le scalpel rampait sur le sol, laissant une traînée de sang. « Je vous en supplie, je ne voulais pas. Je voulais juste... » Elle s'est approchée de lui, s'est accroupie et lui a mis le canon sur la nuque. « Tu as voulu, tu as ri. Un tir. » La tête a sursauté, le corps s'est affaissé. Le tank crachait du sang, ses yeux se révulsaient. « Non, ne fais pas ça. » Un tir dans la tête. Le corps a eu un spasme et s'est immobilisé. Le grec est resté seul, assis, adossé au mur. Sa jambe saignait, son visage était livide. « Tu n'oseras pas, » a-t-il murmuré. « Tu es humaine. » Olga s'est accroupie devant lui, le canon appuyé contre son front. « J'étais humaine. Vous me l'avez enlevé. » Il l'a regardé dans les yeux. Il n'y avait pas de peur, seulement de la compréhension. « Pour ta sœur » a-t-il demandé d'une voix rauque. « Pour tout. » Elle a sorti le couteau. La lame a brillé à la lumière de l'ampoule. Le grec s'est agité, essayant de reculer en rampant. Elle a bloqué son épaule avec son genou. « Ne bouge pas, ce sera pire. » Elle a travaillé de manière méthodique, sans émotion, comme en travaux pratiques à l'Institut de médecine. Incision précise, contrôle de l'hémorragie. Sauf qu'ici, il n'y avait pas d'anesthésie. Le grec a hurlé quand la lame a pénétré. Elle a coupé proprement, sans mouvements inutiles, et le lui a fourré dans la bouche pendant qu'il râlait et respirait encore. Ses yeux exorbités sortaient de leurs orbites. « Avale » a-t-elle dit doucement. « C'est à toi. » Il s'est étouffé et a craché du sang. Olga s'est levée et s'est approchée du tank. Il était à demi-inconscient, mais ses yeux étaient encore ouverts. Elle s'est penchée et a fait la même chose, a coupé, a poussé plus profondément pour que cela ne tombe pas. Le tank s'est contracté une fois, 2 fois, et s'est tu. Le scalpel était allongé face contre terre. Elle l'a retourné sur le dos. Il respirait encore faiblement et pleurait de façon saccadée. « Je vous en supplie, j'étais médecin. Je sais à quel point ça fait mal. »« Tu sais, » a-t-elle répondu. « C'est pour ça que je le fais. » La lame est entrée, a coupé, et elle l'a mis dans sa bouche. Il s'est étouffé, ses yeux se sont révulsés. Olga a essuyé son couteau sur la chemise du scalpel, l'a rangé à sa ceinture, a ramassé le PM et s'est approchée du grec. Il respirait encore et râlait. « Le dernier » a-t-elle dit. Un tir de grâce dans la tête. Le corps a glissé le long du mur, laissant une traînée rouge. Le silence. Olga se tenait au milieu de la cellule. Le sol était couvert de sang, l'odeur de poudre, de fer et d'excréments flottait dans l'air. Elle a sorti un mouchoir de sa poche, a essuyé la crosse du PM, l'a placé dans la main du grec. Ses doigts étaient encore chauds, elle les a refermés sur la crosse. Puis elle a sorti une vieille arme artisanale, confisquée à un détenu la semaine précédente lors d'une fouille, l'a posée à côté du tank et a jeté plusieurs douilles sur le sol
pour faire croire qu'il s'était en tiré dessus, plus 2 autres douilles près du scalpel. Tout semblait crédible. Un règlement de compte, une fusillade, des tirs croisés. Elle est sortie, a fermé la porte et a tourné la clé. Ses pas dans le couloir étaient réguliers et silencieux. Elle s'est approchée du tableau électrique et a relevé l'interrupteur. La lumière est revenue. Au poste de garde, elle s'est assise à son bureau. Ses mains ne tremblaient pas. Elle a regardé l'horloge. 4h12. Elle a pris la radio. Au poste, Kravchenko. Fusillade dans la cellule d'isolement 11. Des détenus se sont emparés d'armes. Envoyez une équipe d'urgence. Elle a raccroché. Elle est restée assise 1 minute, puis s'est levée et s'est approchée du miroir. Son uniforme était propre, son visage calme. Elle était retournée à son bureau, qui a pris un formulaire vierge et a écrit. Le 14 décembre, à 0h45, lors de l'inspection de la cellule d'isolement numéro 11, les détenus Saveliev J.I., Rudenko V.P. et Miroshnichenko O.V. ont attaqué l'inspectrice et se sont emparés de son arme de service. À la suite d'une fusillade, tous les 3 sont morts par balle. L'inspectrice Kravchenko n'a pas été blessée. Signature, tampon. Elle s'est adossée à sa chaise et a regardé la porte. Le silence dans le couloir avait changé, il n'était plus vide, il était définitif. 4 minutes plus tard, Leka et Dima sont entrés en courant. Leka, la veste ouverte, les cheveux ébouriffés. Dima tenait un PM à la main, pas si qu'était encore tout à fait réveillé. Que s'est-il passé ? A haleté Leka. Fusillade dans la cellule d'isolement, 11, a répondu Olga calmement. Les détenus Saveliev, Rudenko et Miroshnichenko se sont emparés des armes. J'ai entendu des tirs. La porte est verrouillée de l'intérieur. Dima s'est figé. Tu les as vus ? Non, j'ai seulement entendu, puis le silence. Demandait-il à maman ? Dont Leka a juré entre ses dents. Il faut réveiller le major. Je l'ai déjà appelé, a-t-elle dit. On attend l'équipe. Ils restèrent tous les 3 dans le couloir. Personne ne s'est approché de la porte 11. Une odeur de poudre et de sang s'en échappait. Leka a regardé Olga du coin de l'œil. « Tu n'es pas blessé ?» Intact. Il a hoché la tête et a détourné le regard. Le major Kolesnik est arrivé 12 minutes plus tard. Un manteau jeté sur les épaules, les yeux rougis par le manque de sommeil. Derrière lui, 2 hommes de l'équipe d'intervention rapide. Des fusils d'assaut sur la poitrine. Rapport Kravchenko. À 4h12, j'ai entendu des tirs provenant de la cellule d'isolement 11. 3 ou 4 détonations, puis des cris, puis le silence. La porte est verrouillée de l'intérieur. Les caméras du couloir ne fonctionnaient pas. Court-circuit. Kolesnik a regardé la porte. Qui était à l'intérieur ? Saveliev, Rudenko, Miroshnichenko. Transféré cette nuit sur mon rapport. Menace d'émeute. Il a fait un signe de tête à ses hommes. Ouvrez. L'un d'eux a inséré la clé. La porte s'est ouverte. L'odeur les a frappés de plein fouet. La poudre, le fer, les excréments, le sang. À l'intérieur, il y avait 3 corps. Le grec était assis contre le mur. La tête rejetée en arrière. Le PM à la main. Le tank était allongé face contre terre. Le sang de son ventre formait une mare. Le scalpel était sur la couchette. Les jambes pendantes. Un trou dans la tête. Kolesnik a fait un pas à l'intérieur et a regardé Olga. « Tu es entré ? » ?»« Non, je n'ai fait qu'entendre. » Il a fait un signe de tête aux soldats. « Prenez des photos. Ne touchez à rien. » Les flashs de l'appareil photo éclairaient les visages de l'âge des morts. Kolesnik est sorti dans le couloir et a allumé une cigarette. L'un d'eux a une arme artisanale,
L'autre a l'arme de service. Ça ressemble à un règlement de compte. Saveliev a tué le tank, puis le scalpel, puis lui-même. Olga gardait le silence. « Ta version » a-t-il demandé. « J'ai entendu des tirs, puis le silence. C'est tout. » Il a expiré la fumée. « Bien. Rédige le rapport. Tentative de capture d'armes, conflit interne. Le personnel n'a pas été blessé. » À vos ordres. Une commission de la région est arrivée à 7h20. 3 personnes en civil, l'une d'elles, en uniforme de lieutenant-colonel, travaillait dans le bureau du directeur de la colonie. Olga a été convoquée la dernière. Le lieutenant-colonel, un homme aux cheveux gris et aux yeux fatigués, l'a regardé par-dessus son bureau. Inspectrice Kravchenko, racontez-moi ce qui s'est passé. Elle a répété mot pour mot ce qu'elle avait dit à Kolesnik. La voix calme, sans émotion. Vous êtes entré dans la cellule ? Non. La porte était verrouillée de l'intérieur. Vous avez entendu des cris ? Oui. 3 ou 4 tirs. Un cri, puis le silence. Il a hoché la tête. D'où viennent les armes des détenus ? L'arme artisanale de Saveliev. L'arme de service, ils l'ont probablement prise à l'un des membres du personnel subalterne. Et nous vérifions. Le lieutenant-colonel a marqué une pause. Vous avez bien agi. Vous avez réagi rapidement. Félicitations de la part du commandement. Je sers l'Union soviétique. Il l'a congédié. À 11h40, Olga est sortie sur la place d'armes. Les détenus s'alignaient pour le travail. Personne n'a regardé dans sa direction plus d'une seconde. Même ceux qui la saluaient d'habitude d'un signe de tête baissaient les yeux aujourd'hui. Le silence dans le détachement était différent. Pas de la peur, mais de la compréhension. Il valait mieux ne pas s'y frotter. Le soir, à 20h, elle s'est enfermée dans sa chambre, a sorti de son tiroir d'anciennes lettres de sa sœur. 3 lettres. La dernière était arrivée il y a un mois. Elle les a posées sur la table à côté des photographies. Lena avec ses enfants devant la maison. Vitya sur les balançoires, Masha avec sa poupée. Olga les a longuement regardées, puis elle s'est levée, s'est approchée du poêle, a ouvert la porte, a frotté une allumette et a mis le feu au coin de la première lettre. La flamme a rapidement léché le papier. Elle l'a tenu jusqu'à ce que cela lui brûle les doigts, a jeté les restes dans le feu et a attendu qu'il se transforme en cendres. Elle a fait la même chose avec la deuxième lettre, puis avec la troisième. Les photographies en dernier. La flamme a brillé plus fort lorsque le sourire de Matcha a brûlé. Elle a fermé la porte, s'est assise sur son lit et a regardé ses mains, propres et calmes. On a frappé à la porte. Kravchenko. C'était la voix de Kolesnik. Elle a ouvert. Le major est entré et a fermé la porte derrière lui. « Tout est propre », a-t-il dit doucement. La commission est partie, Diarant est partie. C'est classé comme un conflit interne. Personne ne fouille. Merci, camarade major. Il l'a regardé attentivement. Comment vas-tu ? Non, normalement. Il a hoché la tête. En cas de problème, viens nous voir. On te couvrira. Il n'y a pas besoin de me couvrir. Je m'en occupe. Kolesnik est resté silencieux un moment. Aujourd'hui, tu portais ton ancien uniforme, sans épaulettes. Olga n'a pas détourné le regard. C'est plus pratique. Il a compris, a hoché la tête. Bien, contrôle-toi. Il est sorti et la porte s'est fermée. 1 mois et demi plus tard, le 28 janvier 1990, Olga était assise dans le bureau du directeur de la colonie. Kolesnik, assis en face d'elle, feuilletait son dossier personnel. Le dossier était fin, seulement quelques pages. « Je demande une mutation, camarade major », a-t-elle dit calmement. « Dans n'importe quelle colonie de la région de Vinitsa. De préférence loin de Kharkov. » Il a levé les yeux. Raison, circonstances familiales. Kolesnik
a tapoté ses doigts sur la table. Tu comprends bien qu'après cet incident dans la cellule d'isolement, on veut déjà se débarrasser de toi? La commission a classé l'affaire, mais les rumeurs courent. Je comprends. Dans une nouvelle colonie, tu pourras repartir des zéros, mais si l'affaire refait surface là-bas, comme elle ne refera pas surface. Il a soupiré. D'accord, je vais signer. L'ordre sera prêt dans 1 semaine. Elle s'est levée. Merci. Il a hoché la tête. Bonne chance, Kravchenko. Et contrôle-toi. Olga est sortie. Le soir, elle est allée dans sa chambre, s'est assise à son bureau, a sorti une feuille blanche et a écrit brièvement. Demande de mutation pour des raisons familiales. Signature. Elle l'a pliée et rangée dans la poche de sa tunique. Puis elle s'est approchée du poêle, a ouvert la porte et a regardé les cendres froides de ses anciennes lettres et photos. Elle a souri brièvement. Sincèrement, pour la première fois depuis 1 mois et demi. Affaire classée. Le train est arrivé à la gare de Vinitsa à 9h43 du matin, le 9 mars 1990. Olga est sortie sur le quai avec une seule valise, vieille, élimée, à la peinture écaillée. Son uniforme était dans son sac, elle portait des vêtements civils, un pull gris, un pantalon sombre, une veste. Personne ne l'attendait. Elle s'est rendue seule en bus jusqu'à la colonie pénitentiaire 32, a présenté son ordre de mutation au poste de contrôle. Le chef de détachement, le capitaine Rogov, a examiné ses documents dans son bureau. Un homme d'une 40aine d'années, avec une coupe courte et un regard perçant. Kravchenko Olga Stepanovna, 9 ans d'ancienneté. Mutation à votre propre demande. Exactement. Ici, on a nos propres règles. Maintiens la discipline. Ne te mêle pas des affaires des autres. C'est compris? On compris. Il a hoché la tête. Ton poste est dans le 7e détachement. Demain matin, au rassemblement à 6h30. Elle est sortie du bureau et a marché dans le couloir. Les détenus l'ont regardée en passant. La nouvelle. Elle gardait le dos droit. Personne ne s'est approché, personne n'a parlé. Pendant la première semaine, elle a travaillé en silence. Inspection des cellules, rassemblement, rapport. Son uniforme toujours boutonné jusqu'au cou. Sa voix égale. Quand un jeune inspecteur, Petya, lui a demandé d'où elle venait, elle a répondu brièvement. De la région de Kharkov. Mais il n'a pas posé d'autres questions. En avril, 1 mois après son arrivée, le major Rogov est passé au poste de garde le soir. Kravchenko, comment tu t'installes? Normalement, camarade capitaine. Il a hoché la tête. J'ai entendu dire que tu avais eu un incident dans ton ancienne prison. 3 morts au mitard. Elle l'a regardé dans les yeux. L'affaire a été classée. Rogov a gardé le silence. Ce genre de choses n'arrivera pas ici. Si tu as un problème, viens me voir tout de suite. Merci. Ce ne sera pas nécessaire. Il est parti. Olga est restée seule. Elle a sorti de sa poche la photographie de son père, la seule qu'elle ait aimé garder. Elle l'a regardée, puis l'a rangée. En juin, le 23/3, le téléphone a sonné au poste de contrôle. L'officier de garde a crié « Kravchenko, tu as un visiteur, ta sœur !» Olga est sortie précipitamment. Près du poste se tenait Lena, dans un manteau léger, les cheveux noués en queue de cheval, un sac à la main. À ses côtés, Vitya et Matcha, qui avaient grandi. Vitya avait 6 ans, Matcha en avait 4. Lena l'a vue la première. « Olia !» Elles se sont serrées fort dans les bras à travers la grille. Olga a senti sa sœur trembler. « Tu as maigri !» a chuchoté Lena. « C'est le travail !» Et ça me terme, chien de chat. Matcha a tiré sur la manche de Lena. Tante Olia. «
Diichi, Olga s'est accroupie. Bonjour ma petite. Macha a passé sa main à travers les barreaux, Olga a serré les petits doigts, Sanvitia restait silencieux, mais ses yeux brillaient. Tu travailles ici maintenant ? A-t-il demandé doucement. Oui, ici. Léna a regardé Olga attentivement. Tu vas bien ? Olga a souri. Pour la première fois depuis longtemps, un sourire sincère, des coins des lèvres et des yeux. Je vais bien. Elles sont restées là encore 10 minutes. Léna lui a raconté qu'à l'usine, tout était comme avant. Les enfants allaient au jardin d'enfants, son mari était en voyage d'affaires. Olga écoutait en hochant la tête. Lorsque le temps fut écoulé, Léna a posé son front contre la grille. « Viens nous voir quand tu pourras. On t'attend. Je viendrai. » Elles se sont séparées. Olga est retournée à son détachement. Dans sa poitrine, quelque chose avait fondu, quelque chose de petit, mais de chaud. Le soir, à 21h40, elle s'est enfermée dans sa chambre, s'est assise sur son lit et a ouvert sa table de nuit pour en sortir le couteau de son père. Le manche noir, la lame étroite, elle l'a posé sur sa paume. L'acier était froid, familier. Elle a regardé le couteau longuement pendant 3 minutes, peut-être 4. Elle se souvenait de son père, de la façon dont il lui avait appris à le tenir correctement, à couper vite et avec précision, et de ce qu'il disait. Ce n'est pas un jouet, Olia, c'est un outil. Le dernier argument. Elle a passé son doigt sur la lame. Fais attention à ne pas te couper. Merci, papa, a-t-elle murmuré. Puis elle a remis le couteau dans la table de nuit et a refermé le tiroir sans le verrouiller au cas où. Elle s'est levée et s'est approchée de la fenêtre. Derrière la vitre, une clôture, un mirador, un morceau de ciel, le silence. Elle a souri. Brièvement, mais sincèrement. Affaire classée. Elle s'est couchée sur son lit et a fermé les yeux. Pour la première fois depuis de nombreux mois, le sommeil est venu rapidement. Un sommeil profond, sans rêve. Le lendemain matin, la journée a commencé comme d'habitude. Rassemblement à 6h30. Olga se tenait dans les rangs des officiers. Son uniforme était boutonné, son regard droit devant. Les détenus passaient. Personne ne la regardait dans les yeux plus d'une seconde. Après le rassemblement, Petya s'est approchée d'elle dans le couloir. « J'ai entendu dire que ta sœur est venue te voir. » Elle est venue. Elle est belle. Olga hochait la tête. Oui, elle est belle. Il a souri. C'est bien qu'elle soit venue. C'est bien. Elle a continué son chemin. Au poste de garde, elle s'est assise à son bureau, a ouvert le registre et a écrit « 24 juin. Visite autorisée. Tout est en ordre. » Elle a fermé le registre et a regardé ses mains. Propres, calmes. Le soir, lorsque l'extinction des feux a sonné, elle est sortie dans le couloir et est passée devant les cellules. Les détenus dormaient, un silence total. Olga s'est arrêtée devant l'une des grilles. À l'intérieur, quelqu'un a bougé. « Bonne nuit, citoyen-chef », a dit une voix douce. Elle a répondu « Bonne nuit ». Elle a continué son chemin. Ses pas étaient réguliers, assurés. Dans sa chambre, elle a sorti la lettre de sa sœur. Elle était arrivée hier, elle l'a relue. « Olia, on t'attend toujours, viens nous voir cet été. Les enfants demandent des nouvelles de tante Olia tous les jours, fais attention à toi. Je t'aime, Léna. » Olga a plié la lettre et l'a rangée dans le tiroir à côté du couteau. Elle s'est allongée et a fermé les yeux. Le sommeil est venu aussitôt. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'apprécie sincèrement chaque instant que vous avez passé ici avec moi. Actuellement, nous sommes en route pour franchir le cap de nos 1000 premiers abonnés. Si les histoires que je vous raconte ont touché votre cœur, ne serait-ce qu'un peu, soutenez-moi en cliquant tout de suite sur le bouton « S'abonner ». Chaque nouvel abonnement est une immense source de motivation qui m'aide à continuer d'écrire et à vous offrir encore plus de récits passionnants. Au revoir et à très bientôt dans la prochaine vidéo.